Voyage au centre de la Terre, Jules Verne. Le lendemain, mardi 30 juin, à 6 heures, la descente fut reprise. Nous suivions toujours la galerie de lave, véritable rampe naturelle, douce comme ces plans inclinés qui remplacent encore l'escalier dans les vieilles maisons. Ce fut ainsi jusqu'à midi 17 minutes, instant précis où nous rejoignîmes Anse, qui venait de s'arrêter. « Ah !» s'écria mon oncle, « nous sommes parvenus à l'extrémité de la cheminée. » Je regardai autour de moi. Nous étions au centre d'un carrefour, auquel 2 routes venaient aboutir, toutes deux sombres et étroites. Laquelle convenait-il de prendre? Il y avait là une difficulté. Cependant, mon oncle ne voulut paraître hésiter ni devant moi, ni devant le guide. Il désigna le tunnel de l'Est, et bientôt, nous étions enfoncés tous les 3. D'ailleurs, toute hésitation devant ce double chemin se serait prolongée indéfiniment, car nul indice ne pouvait déterminer le choix de l'un ou de l'autre. Il fallait s'en remettre absolument au hasard. La pente de cette nouvelle galerie était peu sensible et sa section fort inégale. Parfois, une succession d'arceaux déroulait devant nos pas comme les contre-nefs d'une cathédrale gothique. Les artistes du Moyen-Âge auraient pu étudier là toutes les formes de cette architecture religieuse qui a l'ogive pour générateur. Un mille plus loin, notre tête se courbait sous les cintres surbaissés du style roman et de gros piliers engagés dans le massif plié sous la retombée des voûtes. À de certains endroits, cette disposition faisait place à de basses substructions qui ressemblaient aux ouvrages des castors, et nous nous glissions en rampant à travers d'étroits boyaux. La chaleur se maintenait à un degré supportable. Involontairement, je songeais à son intensité quand les laves vomies par le Schneefel se précipitaient par cette route si tranquille aujourd'hui. Je m'imaginais les torrents de feu brisés aux angles de la galerie et l'accumulation des vapeurs surchauffées dans cet étroit milieu. Pourvu, pensais-je, que le vieux volcan ne vienne pas à se reprendre d'une fantaisie tardive. Ces réflexions, je ne les communiquai point à l'oncle Lidenbrock. Il ne les eût pas comprises. Son unique pensée était d'aller en avant. Il marchait, il glissait, il dégringolait même avec une conviction qu'après tout il valait mieux admirer. À 6 heures du soir, après une promenade un peu fatigante, nous avions gagné 2 lieues dans le sud, mais à peine 1/4 de mille en profondeur. Mon oncle donna le signal du repos. On mangea sans trop causer et l'on s'endormit sans trop réfléchir. Nos dispositions pour la nuit étaient fort simples. Une couverture de voyage dans laquelle on se roulait composait toute la literie. Nous n'avions à redouter ni froid, ni visites importunes. Les voyageurs qui s'enfoncent au milieu des déserts de l'Afrique, au sein des forêts du Nouveau Monde, sont forcés de se veiller les uns les autres pendant les heures de sommeil. Mais ici, solitude absolue et sécurité complète. Sauvages ou bêtes féroces, aucune de ces races malfaisantes n'était à craindre.